Bien. Alors, comme je disais, donc, alors ça, je reviens juste sur le contenu de la page que j'ai écrit tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà. Alors, comme je disais, donc, quand on installe WAMP Server, il faut le démarrer. Une fois qu'il est démarré, donc on trouve qu'il est là. Alors, pour WAMP Server, en principe, c'est, comme je disais, donc, c'est un serveur qui démarre aussi bien. Il démarre un serveur web Apache. Également, il démarre un serveur de base de données MySQL. Alors, pour changer la configuration de Apache, vous avez, voilà, Apache, et après vous accédez à un fichier qui s'appelle httpd.conf. Alors ça, c'est un fichier intéressant que vous allez beaucoup détailler par la suite. Mais dans un premier temps, ce fichier-là, quand vous allez l'ouvrir, il contient un ensemble de clauses. Donc ça, c'est un fichier texte. Alors, c'est un fichier texte qui contient, premièrement, comment déployer un serveur web, quels sont les droits d'accès, et si vous voulez imposer une authentification, et si vous voulez, autrement dit, donc, vous êtes en train d'administrer plus le site web. Alors ici, donc, par exemple, ici je vois une clause. Par défaut, une clause dans laquelle je trouve les droits d'accès. Alors, dans les droits d'accès, je vois ici order, deny, allow. Ça veut dire quoi? Pour la stratégie de sécurité, il y a en fait deux stratégies. Il y a ce qu'on appelle allow, deny, ou bien deny, allow. Ça veut dire quoi? Deny, ça veut dire refuser tout le monde, sauf les machines que je veux autoriser. Ou l'inverse, vous dites j'autorise tout le monde, sauf les machines que je vais autoriser. Alors maintenant, si vous mettez order deny allow, ça veut dire je vais interdire tout d'abord. Vous voyez donc deny from all. Ça veut dire quoi deny from all? Ça veut dire que le serveur web Apache, il refuse tout le monde. Et après, si vous voulez autoriser, on va utiliser allow from. Et après ici, on va spécifier la machine. Par exemple, ici, donc, je peux spécifier l'adresse IP de la machine qui a l'autorisation d'accéder à ce site. Par exemple, ici, si je mets 127.0.0.1, vous devrez savoir que 127.0.0.1, c'est localhost. C'est-à-dire, si vous gardez cette configuration, et d'ailleurs, c'est la configuration par défaut. Alors, cette configuration-ci, je la change, ça veut dire que le seul qui a l'autorisation d'accéder c'est-à-dire au site, c'est en local. Alors, enregistrer. Alors, quand j'enregistre, j'actualise. Bien sûr, j'ai besoin de redémarrer les services, n'est-ce pas? Parce que quand on change, la configuration, on a besoin de recharger les services. Donc, je vais utiliser Restart All Service. Donc, je redémarre H, comme ça, il va prendre en considération la configuration actuelle. Alors, je viens de redémarrer. Maintenant, vous tentez d'accéder à ma machine. Vous tentez d'accéder au même site. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, dites-moi ce que vous allez avoir. C'est forwarded. Donc, c'est-à-dire maintenant, j'ai rien changé au niveau du site. Mon application elle est déployée. La seule chose que j'ai changé, c'est la configuration de Apache. Donc, c'est-à-dire ici, donc, je viens de refuser l'accès à distance. Alors, justement, c'est ce que je vais faire. Alors, maintenant, si j'actualise, qu'est-ce que j'ai? Forwarded. Alors, vous allez me dire, même moi, forwarded, pourquoi? Parce que j'accède via l'adresse IP. N'est-ce pas? Mais si j'accède via la localhost, ça va marcher. Vous voyez, donc le seul qui a le droit d'accéder, c'est en localhost. Donc ici, cette configuration, vous voyez donc qu'elle est intéressante. Mais comme je disais, l'administration du serveur Apache, donc il y a beaucoup de... Ici donc l'ordre. Alors maintenant, si vous voulez ajouter d'autres adresses IP, par exemple, je veux autoriser en localhost et une machine précise. Espace. Ou tout simplement, je mets encore, j'ajoute encore allow from.
allow from, et après je spécifie plusieurs. Alors, donnez-moi l'adresse IP d'une machine. 192. Point. On va prendre celle-là. 192, 168.30.109. 109, enregistré. Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Je viens de donner uniquement l'autorisation. La seule machine qui a le droit d'accéder au site, c'est cette machine-là. Mais attends, il faut que je redémarre les services, c'est-à-dire restart service. Et on va lui demander de voir est-ce qu'il arrive à consulter. Allez. Page 109. Je connais le 109. Donc ça marche. Alors lui, il arrive à accéder, mais les autres ne peuvent pas accéder. Donc vous voyez donc, au niveau de l'administration, il y a bien un fichier. S'il y a bien un fichier qui est plus important dans l'administration d'un serveur web, c'est le fichier httpd.conf. Alors bien sûr, pour le moment, donc, je ne vais pas le garder comme ça parce que j'ai besoin que tout le monde puisse accéder à ce que je fais. Donc quelle est la configuration que je vais faire? Tout simplement, je vais faire order deny allow. Alors deny from all. Donc je vais la mettre en commentaire. Ça c'est refuser tout le monde. Et après allow from, au lieu de mettre les adresses IP, je vais mettre all. Je supprime ça. Donc ça c'est la configuration à faire. Alors j'ai besoin de redémarrer les services. Restart all services. Et à nouveau, vous réessayez. Donc, en principe, on devrait retrouver la configuration classique. Donc, tout le monde, vous arrivez à accéder. Bien. Alors, une autre partie qui est très importante que vous devrez savoir, c'est le numéro de port. Alors, par défaut, quand vous installez Web Server, il utilise le port 80. Mais le problème parfois, c'est qu'il se peut que le port 80 soit pris par une autre application. Et du coup, donc, si vous voulez que ça marche, la première des choses, il faut changer le numéro de port. Alors, où est-ce qu'on va le changer? Alors, dans le fichier, en principe, je vais chercher alors 4, oui, vers le haut, parce que là, je suis à la fin. Alors, tout d'abord, 86. Alors, vous trouverez tout d'abord, il y a listen. Alors, vous voyez, donc il y a une commande qui s'appelle listen. Listen, alors par défaut, vous trouverez c'est 80. Alors, c'est donc j'ai utilisé donc 86, ça veut dire que maintenant, c'est que le numéro de port utilisé par APA, c'est 86 et non pas 80. Donc, je le change. Mais quand vous le changez là, vous aurez besoin de le changer dans une autre partie, c'est server name. Le nom du serveur, si vous voulez, server name, vous avez localhost, 2 points, et vous spécifiez aussi le même numéro de port. Donc, voilà. Et la même chose, donc, quand on redémarre, ça va fonctionner. Alors, je vais faire. Alors, dans index.php, tout ce que je vais faire, j'ai PHP. Je vais utiliser header. Alors, quand on veut faire une redirection, donc on est dans le script PHP, on va utiliser une redirection de la manière suivante. Header location, 2 points, par exemple, affiche.php ou bien saisie.php, saisie.html. Saisie. Point. Alors, ce script PHP, qu'est-ce qu'il fait? En principe, vous allez essayer de tester. Alors maintenant, à partir de votre machine, vous allez taper l'adresse. Et cette fois-ci, vous allez appeler un script qui s'appelle index.php. Index.php.
Là, il va pas, il faut le taper. D'ailleurs, par défaut, c'est index. Alors, vous le faites dans votre machine. Vous tapez localhost, plutôt pas localhost, l'adresse IP, index. Alors, qu'est-ce que vous recevez? Alors, j'envoie une requête, vous envoyez une requête. Là, il faut faire attention parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire quoi? La redirection. Alors, la redirection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dans le serveur web, vous avez un script qui s'appelle index.php. Et après, vous avez CZ.html. Alors, le client, au départ, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, par exemple, il envoie la requête get index.php. Et index.php, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une redirection. Alors, redirection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous écrivez header location, qu'est-ce que vous envoyez en fait? Vous envoyez une réponse. Faites bien attention, parce qu'avec header, je vais envoyer une réponse. Et dans les en-têtes de la réponse, il y a une en-tête qui s'appelle location. CZ.html. Et le client, généralement, quand il reçoit une requête, une réponse HTTP, dans l'entête contient location CZ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une autre requête. C'est-à-dire, il va envoyer une autre requête vers quoi? Vers get CZ.html. Et qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez CZ. Donc, c'est-à-dire, quand il y a une redirection, il y a combien de requêtes? Faire attention, il y en a deux. J'envoie la requête, rediriger, ça veut dire quoi? J'envoie une réponse pour le client pour lui demander de faire appel à une autre page. Alors, on peut parfois rediriger vers une autre page du même site, comme on peut rediriger vers un autre site. N'est-ce pas? Ça, c'est une redirection. On va faire la différence parce que par la suite, il y a ce qu'on appelle un forward. Il y a une différence entre redirection et un forward. Pour le moment, je vous ai expliqué c'est quoi une redirection. Une redirection, c'est que vous m'avez. Une redirection, c'est que vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un. Vous lui dites, s'il vous plaît, vous lui posez une question. Alors lui, il ne peut pas vous répondre. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous appelez une personne. Vous lui dites, je veux par exemple un service. Lui, il ne peut pas vous donner ce service. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il va vous donner une réponse. Il va vous dire, je vous donne le numéro de téléphone d'une autre personne que vous devrez appeler pour vous donner la réponse. Il y a la redirection. Donc, c'est-à-dire que j'appelle le script, je reçois une réponse, et après, par la suite, je vais vers une autre page. Alors ça a des conséquences par la suite. Donc, on va y revenir. Parce qu'après, on va parler de follow-up. Affiche.php. Donc, jusque-là, tout ce qu'on fait, quand on va saisir un nom, une adresse email, on clique. Alors, tout ce qu'on reçoit, c'est que votre nom est, votre email est, n'est-ce pas? Mais supposons dans mon site, en fait, dans mon site, parce que le site se compose de plusieurs pages, n'est-ce pas? Le site se compose de plusieurs pages, et je ne vais pas, à chaque fois, chaque jour que le client se connecte, je ne vais pas lui demander de saisir son nom et son adresse email. Parce que c'est embêtant à chaque fois de lui demander donne-moi ton adresse email. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ça? Et bien, tout simplement, on va utiliser les cookies. Alors, comment on va faire? Alors, comment on écrit les cookies? Alors, quand j'ai récupéré, regardez bien, dans mon script PHP, je viens de lire maintenant le nom et l'adresse email. Alors, je vais les enregistrer dans un cookie. Alors, pour utiliser ça, donc on va utiliser une fonction qui s'appelle setCookie. Alors, en fait, setCookie, vous voyez donc il y a un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est le nom du cookie. Je vais créer un cookie qui s'appelle nom user. Je peux l'appeler user name, par exemple. Enfin, je l'appelle non, tout court. Virgule.
La valeur. Alors, c'est quoi la valeur? Dollar N. Mais après, vous avez un troisième paramètre, c'est la durée d'expiration. Alors, la fonction de cette cookie, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous envoyez le nom au serveur, regardez le serveur avec cette cookie. Il va demander encore au client d'enregistrer dans sa propre machine la valeur du nom. Dans un cookie. Comment ce cookie-là, il s'appelle? Il s'appelle nom. Alors, en fait, quelque part, vous ne savez même pas où est-ce que les cookies sont enregistrés. Donc, si vous fouillez en fonction du navigateur, vous trouverez quelque part, il y a des fichiers texte qui sont enregistrés dans votre machine, qui s'appellent les cookies. C'est des fichiers qui sont encryptés généralement. Alors, ici, donc, j'enregistre. Et après, la date d'expiration. En fait, un cookie, quand il est enregistré dans la machine du client, il a une durée d'expiration. Il ne va pas rester toute la vie. C'est à vous de spécifier. Vous voulez, par exemple, que le cookie reste 30 jours dans la machine du client. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la fonction time. Alors, quand vous dites time, c'est-à-dire la date actuelle. Aujourd'hui. Alors, 30 jours, c'est combien? Plus 30. Alors, en jour, il y a combien d'heures? Le jour, il y a combien d'heures? 24. Alors, on dirait que j'ai posé une question assez compliquée. Donc, c'est 30 fois 24. Pour chaque heure, il y a combien de minutes? 60. Il y a combien de secondes? Donc, 60 fois 60? 3600. Multiplié par 3600. Alors, c'est quoi ça? Donc, ici, je viens de créer dans PHP, mon script PHP, il a des données. En même temps, tous les clients qui vont se connecter, ils vont enregistrer dans leur propre machine, quelque part dans un fichier, un cookie qui s'appelle nom. Et une fois qu'il est enregistré, il va rester combien de temps dans la machine du client? 30 jours. Alors 30 jours, vous savez qu'on spécifie la valeur en minutes. Donc ce qui fait, vous mettez time, c'est-à-dire à partir de la date d'aujourd'hui, plus, en fait time c'est une fonction qui retourne la date actuelle. Le temps actuel si vous voulez en détail, plus si vous voulez en minutes. Alors en même temps, alors je vais créer un cookie qui s'appelle email. Et dans email, donc la variable E. Enregistré. Alors maintenant on va tester. Alors vous testez à partir de votre machine, donc vous allez saisir. Vous allez saisir un login et un mot de passe. Alors quand vous cliquez, bon, il n'y a rien de spécial. On voit toujours le résultat. Mais il y a quelque chose qui s'est placé en plus. C'est que maintenant, dans votre machine, vous avez enregistré quelque part un cookie dans lequel vous avez enregistré votre nom et votre email. Mais pourquoi vous l'avez enregistré? C'est parce que je sais que dans d'autres pages, une fois que vous arrivez la prochaine fois dans une autre page, je ne vais plus vous demander le nom parce que je peux déjà le connaître. Comment? Alors je vais créer maintenant une page qui permet de lire les cookies. Alors la page, par exemple, index. Vous vous rappelez tout à l'heure, la page index, c'est la page par défaut. Tout à l'heure, j'ai fait un header, une redirection. Et maintenant, ici, donc, dans index, je vais vous afficher tout simplement, je vais vous afficher, je vais récupérer les cookies. Alors, comment on va récupérer les cookies? Non, je vais à nouveau récupérer le nom. C'est-à-dire, à chaque fois que vous vous connectez vers mon site, je récupère le nom. Comment? La collection s'appelle cookie. Et comment s'appelle le cookie? C'est? Non. Et ici, donc, je vais récupérer le cookie. Email. Sans i. Alors, oui. Alors, vous voudrez. Je le laisse comme ça. Comme je continue à faire l'erreur. N'est-ce pas? Ce serait mieux de corriger, n'est-ce pas?
Et après, donc, ici, je vais juste afficher, je vais vous afficher le message echo $1. Alors, echo, entre parenthèses, votre nom et quoi? $N. Et votre email est $E. Donc ça c'est un autre script dans la page, n'est-ce pas? Alors je viens de créer ce script là. Alors maintenant vous allez vous connecter. Alors ça va marcher, tu vas voir et après on va parler de ce problème. On n'a pas besoin de faire avec la... Vous avez remarqué, j'ai pas fait la concaténation. Dans PHP c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que les variables commencent par $. Donc il sait qu'il s'agit d'une variable, donc le problème. Alors maintenant vous allez appeler cette fois-ci la page index.php. Alors qu'est-ce que vous recevez? La page index.php, quand vous l'appelez, je connais déjà votre nom et je connais déjà votre email. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous envoyez une requête HTTP, vous envoyez également les cookies. Alors maintenant, pour vous montrer les cookies qui sont enregistrés dans votre machine, ben, tout simplement, je vais, au lieu de vous afficher ça, je vais faire comme on a fait. On va utiliser la fonction printr, comme tout à l'heure. Je vais afficher la collection $cookie. Alors $cookie, en principe, si vous appelez ce script là, qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche un tableau. Regardez. Maintenant vous venez d'envoyer une requête quand vous appelez le script. Vous avez tapé ici une requête n'importe laquelle. Mais vous devrez savoir, à chaque fois qu'on envoie la requête, on envoie également les cookies. Et ici donc, ça c'est un moyen. Alors maintenant, dans mon site, est-ce que j'ai besoin de demander à l'utilisateur à chaque fois de saisir le nom? Non. Parce que tout simplement, dès qu'il se connecte, je connais déjà le nom et l'adresse email. Donc il y a un moyen, donc de toute façon ici on a utilisé les cookies. Alors maintenant, généralement, mais il se peut les cookies n'existent pas. Non, c'est-à-dire que de toute façon, quand un client, ici je suppose que le cookie existe, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ici, en principe, quand vous utilisez les cookies, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction if is set $_ cookie entre crochets. Non. Alors s'il existe, else, exactement, else quoi? Header, location, cz.html. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant dans index, qu'est-ce que je fais? Je vais lire les cookies s'ils existent. Mais s'ils n'existent pas, c'est à ce moment-là que je vais demander à l'utilisateur de... Donc à nouveau, donc je reviens. Donc ça veut dire que la saisie n'est pas obligatoire, uniquement s'il y a un nouveau client qui vient de se connecter, qui n'a pas encore saisi, donc il va le saisir. Mais pour quelqu'un qui a déjà saisi le login, bon, il n'a plus besoin. Alors ça c'est juste l'idée du cookie. Alors index, alors ici donc, parce que c'est déjà saisi, donc je reçois ça. Mais supposons que le cookie que je lis, il est différent. Parce que là, maintenant, le cookie il est créé. Ben, vous savez que pour supprimer les cookies, il y a toujours un moyen. On peut utiliser un set.
fait, la fonction insert, vous mettez cookie dedans, ça permet de détruire le. Ou il y a des il y en a d'autres fonctions qui permettent de détruire les cookies. Est-ce que vous avez compris? Regardez, c'est très important ce qu'on vient de faire. On n'a pas encore même commencé. C'est même pas intéressant pour base de données. Mais déjà, nous restons toujours sur la partie la plus importante dans PHP, c'est quoi? C'est la communication. Je reçois des données et j'envoie la réponse. La communication, c'est la partie la plus importante. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la collection files. Alors maintenant, parfois, quand on utilise la collection files, alors pour utiliser la collection files, parce qu'il me reste juste quelques minutes, alors ce que je vais faire, c'est ça. Je vais changer mon formulaire. Regardez bien. Alors, vous avez là, maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir son nom, son email et sa photo. Il va envoyer la photo. D'accord? Alors, dans ce cas-là, le champ, je vais écrire un champ photo. Input type égale à texte. Name. Alors, c'est pas texte. Alors, dans HTML, il y a un type qui s'appelle, vous vous rappelez? File. Name égale photo. Alors, c'est quoi la différence entre le type file et le type texte? Alors, je vais saisir saisie.html. Alors, maintenant, vous allez appeler saisie.html. Alors, cette fois-ci, vous allez recevoir le champ nom, email, et après, ici, vous allez avoir un champ parcours, n'est-ce pas? Parce que c'est un champ de type file. Donc, vous voyez donc au niveau HTML. Alors, ici, donc, je vais saisir le nom, email, et la photo. Donc, je vais cliquer sur choisir un fichier. Et après, l'écho, donc, je vais chercher un fichier. Alors, le fichier, donc, ça peut être une photo, ça peut être peu importe. Alors, je vais choisir une photo, par exemple. Alors, Windows, Web, Wallpaper, paysage. Voilà une photo. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici quand j'envoie, quand je clique sur OK? Alors bien sûr, je reçois la même réponse de tout à l'heure. Mais ce que vous devrez savoir, en plus des données que j'ai envoyé également une photo. Alors tout d'abord, pour que votre photo soit récupérée avec un format bien voulu, alors il y a tout d'abord une première des choses que vous allez changer dans le formulaire. Exactement. Alors je reste toujours en HTML, s'il vous plaît. Au niveau du formulaire, alors vous savez que quand j'envoie une requête, par défaut j'envoie du texte. Mais quand j'envoie un fichier, ce n'est plus du texte, c'est des données binaires. Donc, dans un formulaire, quand il y a un upload, quand il y a un champ de type file, on aura besoin d'ajouter un autre attribut à formulaire qui s'appelle enctype. Enctype, c'est-à-dire c'est le type de contenu que j'envoie. Alors, par défaut, c'est quoi? Alors, par défaut, c'est ça. C'est texte plain, c'est-à-dire c'est du texte, par défaut. Alors maintenant, quand il y a upload, on va utiliser multipart form data. Donc la valeur multipart / form data, ça indique tout simplement au navigateur que les données envoyées, c'est quoi? C'est des données binaires, c'est un fichier. Alors il faut donc c'est que le serveur, quand il reçoit les données, il sait qu'il y a un fichier et il a un moyen pour le récupérer. Alors maintenant, au niveau de affiche.php, comment on va récupérer un fichier? Alors, j'ai récupéré maintenant le nom, email. Je récupère le fichier. Alors, pour récupérer le fichier, la photo. Mais la photo, c'est un fichier, mais qui contient des caractéristiques. Maintenant, je vais récupérer le nom de la photo. Je vais récupérer, par exemple, la taille de la photo et un certain nombre d'informations. Par exemple, le nom photo. Le nom photo. À quoi est égal? Alors, quelle est la collection que je vais utiliser maintenant? C'est $files. Alors, comment il s'appelle le champ? Photo.
Mais en fait, photo, c'est un objet qui contient d'autres informations. Alors, on va ajouter encore entre crochets. Alors, si vous mettez name, alors, quand vous mettez $files photo, photo, c'est le champ dans le formulaire. Si vous mettez name, ça veut dire qu'est-ce que je récupère? Que le nom de la photo. Alors, si vous voulez, par exemple, récupérer la taille de la photo en octets, photo size égale, ben, je fais la même chose. Photo size. Voilà. Alors, il y a d'autres informations. Je vais vous montrer. Alors maintenant, bien sûr, on aura besoin d'afficher ces informations pour voir. Alors ici donc, le nom de la photo. La variable s'appelle nom photo. Capacité. La variable s'appelle photo size. Actualiser. Alors vous testez. Un petit problème. Alors undefined index photo. Vous voyez bien, il vous dit que comme tout à l'heure, que le champ photo n'est pas, il l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que dans le code HTML, comment j'ai appelé le champ? Input type égale file name égale. C'est bien ça. Enregistré. J'ai pas enregistré peut-être? Si, j'ai enregistré. Alors PHP, on va voir. Alors PHP. J'ai mal écrit la variable. Ouais. Non photo. Ici. Ouais, là, j'affiche la variable non photo. File photo. Et après, photo name. Alors, je vais réessayer. Enregistrer. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Alors, index photo. Oui, sinon, oui. C'est parce que j'ai utilisé, regardez, la méthode get. Alors, quand on utilise upload, il ne faut pas utiliser la méthode get. Alors, si c'est pas get, c'est post. Et bien sûr, quand vous dites post, il faut changer également au niveau de du champ. Post. Voilà. Alors, vous testez, en principe, ça devrait marcher. Vous avez quelque chose? Bien sûr, vous avez quelque chose. Donc, vous avez ici le nom de la photo. Donc, bien sûr, chacun, ben, moi, je reçois la photo que j'ai envoyée, mais vous recevez vous voyez la photo que vous avez envoyée. Après, on va se poser la question, les photos que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de photos que vous avez envoyées.
Alors, toutes les photos que vous avez envoyées, ils vont être enregistrées quelque part, ici dans le serveur. Alors, généralement, Apache, le serveur web Apache, par défaut, il va les enregistrer dans un fichier temporaire. Dans un fichier temporaire, et nous, avec le script, je vais vous montrer par la suite comment déplacer cette photo-là et de la déplacer dans votre site. Il y a une autre fonction qui s'appelle Move Uploaded File. Et ça, on va le faire demain, Inch'Allah. Parce que là, je pense qu'on a terminé. Alors demain, donc, vous venez toujours avec vos machines parce que on aura parlé d'une partie base de données, action base de données. Mais en même temps, vous allez cette fois-ci pratiquer. Aujourd'hui, vous avez joué le rôle de client. Demain, vous allez jouer le rôle de serveur. Et moi, client. Je commence à tester ce que vous faites. Voilà. On va inverser les tendances.